Encore une nouvelle chaîne YouTube qui parle de jeux vidéo. Ouais. Mais je suis certain que celle-là va vous plaire. Pourquoi ? Mais parce que je suis gentil. Salut, c'est moi. Et sur cette chaîne, je vous parle de jeux critiqués, adulés, âgés ou encore ratés. Mais en bref, des jeux qui m'ont marqué. Et aujourd'hui, je vous parle d'Advance Wars 2. Ah, les sorties scolaires, les musées, parcs et voyages en tout genre. En vérité, ce que je préférais dans ces sorties, c'était le trajet. Et ouais, c'était une occasion pour moi et mes amis de ramener nos consoles portables et de partager nos jeux. À l'époque, les jeux multijoueurs étaient plutôt rares sur Game Boy. Autant dire que lorsqu'un enfant ramenait un, c'était le roi. Et c'est dans ce contexte que je découvre Advance Wars 2, et un type de jeu que je n'avais jamais essayé, le jeu de stratégie tactique. Le principe est assez simple en fait. Le jeu se joue au tour par tour, on recrute des unités et on les envoie combattre sur le champ de bataille. Le seul but est de vaincre les adversaires, soit en détruisant toutes les unités ennemies, soit en capturant leur QG. Mais ce n'est pas parce que le principe est simple que c'est facile. Bah ouais, malgré son aspect enfantin voire un peu cartoon, les tactiques et stratégies sont légion. Et en grande partie grâce au nombre d'unités recrutables. Infanterie, bazooka, unités mécaniques au sol, les fameux tanks, des unités de tir à distance, mais aussi des unités navales, cuirassés, destroyers ou encore les unités aériennes et donc de fait, les unités anti-aériennes. Ce qui permet de vraiment choisir la manière dont on va jouer. Ce n'est pas tout, mais on va y revenir. Alors Advance Wars 2, ça raconte quoi ? On commence sur un dialogue où nous découvrons l'antagoniste principal Dark Vador accompagné de son acolyte Dracula. Il s'apprête à attaquer Cosmoland, un continent de Wars World. Ouais, le monde s'appelle Wars World. C'est la bonne ambiance. Et c'est à peu près tout. On se retrouve déjà sur la carte du monde. Cosmoland est constitué de 5 pays. Orange Star, le pays de départ, Blue Moon, Yellow Comet, Green Earth et Black Hole. Des noms qui en somme respirent l'inspiration. Et ouais. On commence donc dans le pays d'Orange Star, où la guerre se prépare. On y découvre nos héros, les généraux d'Orange Star avec lesquels on va pouvoir jouer. Chacun a une capacité particulière. On a Luffy, Andy, qui est assez équilibré, Max, qui est un bourrin avec les unités d'attaque directe, mais qui l'est beaucoup moins avec les unités à distance, et Sammy, qui est forte avec les infanteries. Les infanteries. Ouais. Chaque pays est attaqué par l'un des généraux de Black Hole. On a Helmut, la gamine afro, Michael Jackson et Dracula. Le tout chapeauté par Dark Vador qu'on a déjà vu précédemment. Bon, concrètement, le pays d'Orange Star n'est qu'un tutoriel géant. Lors de ces missions, on va prendre la capture des villes et autres bâtiments avec nos unités d'infanterie. Plus on capture de villes, plus on gagne d'argent et ainsi on peut recruter beaucoup plus d'unités. On nous explique aussi l'intérêt du terrain qui va jouer dans notre stratégie, car oui, toutes les unités ne peuvent pas aller sur tout type de terrain. Et une unité dans une forêt ou une ville sera mieux défendue qu'une unité dans une prairie. On y apprendra aussi les rapports de force entre les différentes unités. Une DCA est très forte contre les avions et les infanteries, mais faible contre les tanks. Les bazookas sont plus forts contre les unités mécaniques, mais seulement s'ils ont l'initiative, etc., etc. Pour terminer, on a le principe de gestion de munitions et d'essence, qui vont nous forcer à déployer des unités d'approvisionnement pour éviter que nos unités ne finissent comme des poids morts. On va pas se mentir, ça fait beaucoup à encaisser. Ah ouais, heureusement qu'on nous apprend ça sur plusieurs missions. Mais c'est aussi sur Orange Star qu'on va découvrir comment sont construits chaque pays. Car oui, chaque pays est construit de la même manière. On a 3 généraux par pays, 2 missions par généraux, et dans l'une de ces missions, si on capture une certaine ville, on va découvrir les plans d'un laboratoire et donc débloquer une mission secrète. Mission dans laquelle on devra capturer le labo adverse en un temps limité. Et si on réussit, on va pouvoir débloquer par la suite l'une des armes secrètes de l'ennemi, le Néo-Tank, que personnellement j'aurais appelé boule de pétanque. Ouais, bref, on termine le pays par la mission finale où l'on a le choix du général que l'on incarne. Lors de cette mission de libération, on fait face à un des ennemis les plus puissants du jeu, une usine. Une usine, c'est bon ? Usine qui a le pouvoir un peu gênant de déployer 3 unités à la fois et de les utiliser dans le même tour. Bah ouais, parce que nous quand on déploie une unité, on doit attendre le tour suivant pour la jouer. En bref, c'est un avantage certain. Et c'est dans cette mission qu'on va retrouver une constante dans ce jeu. On ne sait pas vraiment comment battre l'adversaire. Comment détruire cette usine ? Bon, quand on observe bien et qu'on voit que l'usine est reliée par un énorme tuyau, et sur ce tuyau on y voit un joint qui a des points de vie, ouais, on sait très vite ce qu'on va faire. Mais un général allié nous fait part de cette information après quelques tours. Et ainsi, c'est à partir de ce moment-là qu'on va élaborer notre réelle stratégie.
Bon, l'usine elle a un autre point faible. Laissez-moi sortir! Ben ouais, 2 unités ne peuvent pas être sur la même case, ce qui est assez exploitable en toutes circonstances. Quand on a détruit le fameux joint, on libère le pays. Et on passe au suivant. Ce qui est sympa dans cette campagne, c'est la liberté. On peut choisir sur quel pays on avance. Alors, quelle mission on va... Oh. Bon bah on va faire ça dans l'ordre. Chaque pays reprend le même schéma, sauf le pays des méchants sur lequel il n'y a que 2 missions. 2 missions très très dures. On retrouve de nouveaux généraux avec leurs capacités et certaines missions nous permettront même de jouer avec plusieurs armées différentes. Bon, on va pas refaire toutes les missions une par une. Mais ce qui m'a marqué dans cette campagne, c'est la diversité. Chaque mission est différente de par son terrain, mais aussi de par son objectif. On a parlé des missions usines, mais on n'a pas parlé des armes secrètes de Black Hole, qu'on devra détruire lors de certaines missions. Parce que oui, sur certaines cartes, on va retrouver les canons gigantesques qui peuvent te tirer dessus à travers la quasi-totalité de la carte, leur mini-moi, les canons laser qui tirent dans 4 directions différentes, mais sur les lignes complètes, et pour finir, on a le fameux Ultra canon laser. qu'il faudra détruire dans la mission finale. Au-delà des armes secrètes, on peut dire que les développeurs ont fait preuve d'inventivité. Certaines missions nous demanderont de détruire une forteresse gigantesque en détruisant ses canons, et même de capturer toutes les villes autour d'un silo de missiles géants, pour empêcher l'ennemi de le lancer. Sur certaines missions, on se sent vraiment en danger, en sous-effectif. On sent que ça va chier. Certaines missions vont nous amener à jouer uniquement avec des unités aériennes, et d'autres avec des unités navales, des unités à distance, en empêchant l'adversaire de progresser, détruire certains types d'ennemis qui sont complètement à l'arrêt pendant toute la durée de la mission. Il y a de quoi faire. On a aussi les missions avec le fameux brouillard de guerre. Ça m'a toujours fait rire ça. Genre, nous sommes en guerre, le brouillard se lève. En vérité, le brouillard de guerre est un terme utilisé pour décrire l'absence ou le flou des informations pour des participants à des opérations militaires. Le terme se rapporte à l'incertitude des belligérants quant à leurs propres capacités, celles des adversaires, la position des forces et ses objectifs. Eh bien, merci curieux personnage que j'ai oublié d'introduire, de me faire passer pour un abruti. Bon, en bref, le brouillard de guerre, c'est le meilleur moyen pour jouer à cache-cache. Et je blague pas. Déjà, notre champ de vision est réduit. Certaines astuces vous permettent de voir plus loin, comme déployer une unité de reconnaissance ou bien en plaçant une infanterie sur une montagne. Spectaculaire! Mais en plus de ça, si on est dans une forêt, il faut que l'adversaire soit juste à côté de nous pour nous voir. Il y a même une mission où on doit juste placer une unité sur le QG adverse pour gagner, en remontant toute la carte et en se cachant pour éviter les tirs des méga canons ennemis. La dernière chose qui amène de la diversité, c'est le grand nombre de généraux. Je vous ai parlé des capacités de certains, généralement une force avec un certain type d'unité ou un certain type de terrain, mais on a aussi les pouvoirs. Et oui, chaque général dispose d'une jauge en étoile qu'il remplira en tapant l'adversaire ou en se faisant taper. Quand cette jauge est remplie, il peut déclencher son pouvoir ou son super pouvoir. Et c'est là que le jeu prend tout de suite une autre dimension. Une dimension shonen. Oui. Parce que si on a Andy qui peut soigner ses unités ou Max qui peut juste devenir très très fort, en parallèle on a Olaf qui peut faire tomber un blizzard, Marineman tout gentil qui peut créer des tsunamis, Grid qui peut toucher littéralement toute la map avec ses unités à distance, et Dracula qui draine l'énergie de toutes les unités adverses. Et tu te souviens de Dark Vador? Lui il fait pas grand chose, à part faire tomber un putain de météore sur tes unités. Et ouais, les pouvoirs des capitaines c'est quelque chose. Chaque général a son thème, et ces thèmes sont plutôt cool. Vous en entendez d'ailleurs certains en fond depuis le début de la vidéo. Mais le thème du super pouvoir des Black Hole, c'est quelque chose. Ah ouais, tu sais que tu vas t'en prendre plein la gueule. Écoutez-moi ça. Bon, enfin on finit la campagne avec des missions qui m'ont pris 3 heures. Ah ouais, tu m'étonnes. Je ne spoilerai pas trop la fin. En fait, ce jeu, il est cool. En plus, on m'a dit qu'ils allaient sortir un remake. Mais c'est pas là que ce jeu s'arrête. Parce que maintenant, on a les champs de bataille. Des cartes spéciales où on va affronter des groupes d'adversaires différents. Bon, pas grand intérêt, mis à part que les cartes sont sympas. Les points gagnés durant les champs de bataille et la campagne nous permettent d'acheter de nouvelles maps ou des nouveaux généraux. Et même des généraux inédits, comme l'hôtesse de l'air. Ouais. Mais vous vous souvenez, je vous ai dit que ce jeu était aussi multijoueur. Et oui, on joue avec ses potes en se passant la Game Boy. C'est vraiment cool. Mais ce qui rend ça encore plus cool, c'est le créateur de cartes. Ah oui, pour de la Game Boy, c'est bien foutu. Tout un tas d'outils pour placer ses unités, des bâtiments, des types de terrain,
ce qui te permet de créer les cartes les plus originales, en forme de trèfle à 4 feuilles. Trèfle à 4 feuilles, c'est bon? Bon, après, il faut avoir confiance au créateur de la carte, parce que clairement, on activait un brouillard de guerre tout le temps. Alors des fois, on se laissait aller. Clairement, vous l'avez compris, j'ai adoré Advance Wars 2. Épisode qui m'a introduit au jeu de stratégie tactique et à la série en général. Il est précédé par Advance Wars, qui est assez similaire dans son approche, mais pas dans son scénario. Et il sera suivi par Advance Wars Dual Strike, sur DS, qui est excellent. Non, c'est tout. Comment ça, il y en a eu un autre? Osez répéter qu'il y en a eu un autre. Merci à tous d'être restés jusqu'ici. N'hésitez pas à me laisser un retour sur ce premier épisode en commentaire. En tant que nouveau venu, vos conseils me sont précieux. Encore un grand merci et à la prochaine.